Alors oui, je suis très heureuse de recevoir Jean-Marc Sabatier. Bonjour à vous. Bonjour Clémence, Et bonjour aux merci auditeurs. beaucoup d'être avec nous ce matin. Je vais peut-être commencer par vous demander déjà comment on peut vous présenter aujourd'hui, parce que je crois vous étiez professeur, démis de vos fonctions éditoriales pour une dernière revue il y a quelques semaines. Et puis vous avez été convoqué par la cellule du CNRS. Alors aujourd'hui, avec toutes ces convocations, ces remises en question, et évidemment c'est notre sujet aussi, la liberté d'expression et notamment le droit du débat scientifique, on va y revenir, mais comment a-t-on le droit de vous présenter aujourd'hui? Écoutez, à ma connaissance, je suis toujours directeur de recherche au CNRS et voilà, je travaille sur les toxines animales et sur la Covid. D'accord. Je vais, moi, me permettre d'ajouter un peu, parce que vous êtes très modeste, la présentation qu'a fait dans votre préface du livre Le naufrage de la science, Covid-19, la préface de Marcel Gay. Marcel Gay, c'est le directeur de la publication du média Info du jour, et c'est lui Oui, qui vous a donc donné, on va dire, tendu la plume pour que vous écriviez dans sa revue pendant toutes oui, ces tout à fait. années, toutes les années Covid, pour que vous puissiez euh, écrire des articles scientifiques et de recherche et de compréhension de ce qui se passait. Et il a tenu en préface à rappeler qui vous étiez et pourquoi vous avez travaillé sur ce sujet. Et je crois que c'est fondamental, si vous le permettez, avant qu'on aille sur Donc, oui, et la liberté d'expression et évidemment les sujets de fond. Voilà ce qu'il dit. Bon, je coupe un peu parce que sinon on a pour un petit moment. On attendait beaucoup des vaccins fabriqués à la hâte par des laboratoires peu scrupuleux. Ils devaient éradiquer ce satané virus à la fin de l'année 2020 et c'est l'inverse qui s'est produit. Malgré les 12,9 milliards de doses de vaccins injectées à la population mondiale, donc ça c'était en octobre 2022, le virus a poursuivi sa sinistre besogne. On comptait 6,6 millions de morts dans le monde à la fin de l'année 2022 et 156 000 en France. Pourquoi la science fondamentale et la médecine du XXIe siècle n'ont-elles pas compris ce qui se passait? Pourquoi ne comprennent-elles toujours pas? Les réponses, c'est Jean-Marc Sabatier qui les apporte. Directeur de recherche au CNRS français, titulaire d'un doctorat en biologie cellulaire et microbiologie et d'une habilitation à diriger des recherches en biochimie. Il a dirigé plusieurs équipes de recherche académique, CNRS, INSERM, université, ainsi qu'un laboratoire de recherche mixte académique industriel consacré à l'ingénierie des peptides thérapeutiques. Il a également été directeur de recherche pour plusieurs entreprises privées françaises, ainsi que pour une entreprise publique canadienne. Le docteur Sabatier travaille dans le domaine des toxines animales et des microbes. Il a contribué à 34 livres et numéros spéciaux en toxicologie et virologie, 225 articles scientifiques, 4 chapitres de livres spécialisés, 24 articles de congrès, 180 communications, 55 brevets en biologie et en chimie. Il est rédacteur en chef des revues internationales Coronavirus, précédent rédacteur en chef de l'Institut de virologie de Wuhan en Chine. Je passe. Il a reçu le prix du citoyen de l'année du Nouvel Économiste 1994 pour ses travaux sur ses antiviraux. Il est membre d'une douzaine de sociétés scientifiques. Je passe les noms. Le SARS-CoV-2 ne le laisse donc pas indifférent et dès le mois de mars 2020, Jean-Marc Sabatier a décrit pour la première fois au monde le mode d'action du virus SARS-CoV-2. Ce mode d'action atypique sera confirmé, blablabla. Il soupçonne plus tôt et très tôt que les vaccins ARN messagers pourraient déclencher des réponses physiologiques délétères suite à une interaction de la protéine. Dès lors, le scientifique ne lâchera plus cette piste et jour après jour et semaine après semaine, il confirmera ses premières observations et ses publications qui font autorité. Voilà, ça c'est votre histoire. Mais visiblement, ça n'a pas plu, cette recherche. Et pourtant, dire, vous êtes le scientifique qu'on attend pour avoir ce genre de réflexion, n'a pas oui. plu ni au niveau des scientifiques, ni au niveau journalistique, médiatique en général, puisque vous avez reçu des fact-checking de l'AFP, puis d'autres articles qui ont suivi pour vous décrédibiliser, et puis progressivement, donc comme on l'a rappelé, il y a un petit peu d'actualité, puisque comme je disais, le 18 août, c'est la revue scientifique Frontiers in Pharmacology qui vous démet de vos fonctions éditoriales. Et Oui. il y a 2 mois, vous êtes convoqué par une cellule du CNRS qui vous informe d'une enquête à votre rencontre suite au dépôt d'un signalement pour désinformation qui est lié à une interview que vous avez donnée sur Toxin. Oui, avec Alors, Nicolas Vidal, justement, sur alors on va y la revenir vaccination évidemment, infantile. mais donc ça c'est votre lot quotidien maintenant, ce genre de de d'émission, de fonction, convocation par le CNRS, pression. En ce moment, oui, effectivement, oui. Oui. Qu'est-ce qu'on vous dit? En fait, j'apprends que je suis démis, par exemple,
de ma position d'éditeur en chef de revues comme Coronaviruses, une autre revue aussi, Infectious Disorders, Drug Targets, éditeur associé aussi de Frontiers in Pharmacology. Donc petit à petit, très rapidement d'ailleurs, je saute en fait de ces positions. Et c'est dû à un signalement sur l'intégrité scientifique qui est envoyé à ces revues. Et donc ces revues prennent peur et du coup préfèrent s'éloigner de moi pour pas être embêtés. Voilà. Alors, ça veut Parce dire qu'il quoi y a un l'intégrité signalement, scientifique? oui, une cellule d'intégrité scientifique, eh ben, c'est une cellule qui lutte contre la désinformation scientifique. Donc, voilà. Mais c'est quoi cette Donc, cellule? il y a eu un signalement qui a été déposé contre moi, qui était anonyme au CNRS. Alors, j'ai appris dans la revue Marianne qu'il s'agissait en fait du docteur Hervé Cadiou, qui n'est pas au CNRS en fait, hein, qui est maître de conférence, donc assistant professeur dans une université et dont la spécialité en fait est l'odorat des poissons. Ah, Et donc il m'a d'accord. attaqué pour à la cellule, il m'a signalé à la cellule du CNRS pour dire que je racontais n'importe quoi au sujet des vaccins, alors qu'il a jamais travaillé ni sur les vaccins, ni sur je vais dire, ni sur les ARN messagers, ni sur les microbes. Et donc, il m'a attaqué là-dessus. Il a fait signer apparemment une vingtaine de personnes aussi qui vont dans ce sens. Et donc, à la suite de ça, ben, on m'a prévenu que j'avais un signalement sur moi. Et je pense que les revues pour lesquelles je travaille à titre bénévole, hein, puisque je touche pas un centime de ces revues, en fait, ben, du coup, s'éloignent de moi. Alors, l'objectif est clair, hein, l'objectif est de me décrédibiliser scientifiquement, parce que je parle beaucoup des effets délétères des vaccins, notamment des vaccins à ARN messager, bon, qui sont de la pure folie actuellement. Et donc, ça plaît pas, évidemment, hein, puisque ça suit pas la doxa. Et comme ça plaît pas, ben, on essaie de me décrédibiliser scientifiquement. Je tiens quand même à rappeler que je suis rentré au CNRS en 1989 sur une thématique de vaccins. Et à ce titre, j'avais travaillé donc avec l'Institut Pasteur de Paris, avec le professeur Montagnier, sur des programmes de vaccination. Et j'ai moi-même produit un vaccin contre les piqûres de scorpions mortels. Donc les vaccins, c'est voilà, c'est pas vraiment mon business, mais disons que je connais bien C'est votre le problème que spécialité. posent les vaccins. Oui. C'est quand même impressionnant. Alors attendez, vous nous dites que dans la cellule du CNRS, il y a enfin au sein du CNRS, il y a une cellule qui est dédiée à l'intégrité scientifique, c'est ça? Oui, Et c'est une cellule qui s'appelle MIS, c'est la mission pour l'intégrité scientifique, et qui a en charge en fait de lutter contre la désinformation scientifique. Bon. d'accord. Et qu'est-ce qu'on appelle la désinformation scientifique? C'est intéressant. Eh ben, la désinformation scientifique, à l'heure actuelle, c'est quand on dit que les vaccins ARN messagers sont dangereux, que les vaccins anti-Covid ne sont pas des vaccins, qu'il y a des tas de pathologies qui sont directement issues des injections vaccinales. Donc, voilà, c'est ça la désinformation scientifique. Alors est-ce qu'il y a Même si c'est prouvé scientifiquement, c'est-à-dire c'est vraiment un monde à l'envers. c'est ça. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a, normalement, j'imagine qu'on peut considérer, pourquoi pas, une forme de cellule dédiée à l'intégrité de ces scientifiques, et en tout cas à une bonne recherche, on va dire. Oui. Mais dans un monde normal, on est en sciences, donc on a quelqu'un qui apporte une thèse. Cela est peut-être contredit, il peut y avoir un échange. Est-ce que là, vous avez des contradictions argumentées? Absolument pas, non, non, non. Justement, scientifiquement, en fait, j'ai pas d'attaque directe qui me prouve scientifiquement que je dis n'importe quoi, puisque j'ai énormément publié sur le sujet et pas que dans des revues grand public, hein, enfin Bien surtout des sûr. médias Oui. alternatifs. J'ai publié, je sais pas, à peu près 50 ou 60 articles sur la Covid hein, depuis le début de la pandémie. Et en fait, toutes les données que j'ai publiées scientifiquement, hein, des revues donc expertisées hein, par peer-reviewed, c'est-à-dire expertisées par des experts du Par des domaine, pairs, ouais. Mm. voilà, par des pairs. Donc on peut voir avec 5 ans de recul que tout ce que j'ai publié est exact et c'est révélé exact. Donc au niveau scientifique, bah, ils sont un peu coincés parce qu'ils peuvent pas m'attaquer. Donc l'idée, c'est de de lancer un signalement sur moi pour que ce signalement soit envoyé en fait aux revues pour lesquelles je travaille, qui sont pas au courant de ce qui se passe. Et comme ils sont informés en fait qu'il y a un signalement sur mon intégrité scientifique, à ce moment-là, ils s'éloignent de moi.
D'accord. Donc, Donc le but, c'est de mais pouvoir le dire, signalement vient du CNRS enfin, vient scène extérieure, mais il est diffusé, pardon, par le CNRS. je pense oui, d'après les informations que j'ai, oui. D'accord. Oui, j'ai même des informations très précises, donc je sais. D'accord. Mais là, il y a vraiment une cabale qui est menée en ce moment, puisque depuis que mon nom est apparu dans Conspiracy Watch, à ce moment-là, j'ai été nommé un peu comme une cible par rapport à toute cette vaccination ARN messager, surtout qu'on la développe pour les animaux, pour les plantes, etc. ouais. Et donc, je dis depuis le début que c'est une approche vaccinale qui est complètement bon, qui fait pas du tout l'affaire, hein, puisqu'on contrôle rien, on maîtrise rien, donc ce sont pas des vaccins. Donc je le clame depuis le début, et ça me fait des soucis puisque c'est ce qui développe actuellement en masse, notamment avec des vaccins dits conventionnels, ARN messager, mais aussi des auto-amplifiants, des transamplifiants, et puis en développement également des vaccins ARN messager à point quantique de graphène. Voilà. Donc, évidemment, il y a énormément de sujets dans ce que vous dites, et dans le fond, et dans la mise en place de de ce contrôle maintenant scientifique. Oui, Là, on parlait de la cellule du CNRS, mais on a aussi le 27 août l'Observatoire national de la désinformation en santé. Alors là, on est au niveau national. Enfin, le CNRS aussi, vous me direz, mais oui, on passe l'échelon au-dessus. Euh, qui a été mise en place par Yannick Noder, le ministre chargé de la Santé, oui, qui donc inauguré cet observatoire, oui, qui avec a lui-même placé les professeurs Mathieu Molimar, Dominique Molimar, Costaglia Castagnola et le docteur et Hervé Maisonneuve. Oui, Maisonneuve. oui, Ouais. oui. Est-ce que vous Alors, je avez dois un mot à nous préciser que dire? ces trois Ouais. personnes, en fait, ont des conflits d'intérêts, puisqu'ils ont tous travaillé avec Pfizer, notamment, Ouais. les trois. Euh, Voilà. Alors, conflit d'intérêt ou oui, conflit d'intérêt. Pour le moment, on en est au conflit d'intérêt. oui, Euh, oui. Ben, c'est-à-dire qu'ils sont pro, ben, ils choisissent des personnes, évidemment, qui suivent la doxa, qui sont pro-vaccination. ouais. Voilà. Et avec toutes les données qu'on a actuelles, à l'heure actuelle, on peut vraiment dire qu'il y a un énorme problème avec ces pseudo-vaccins ARN messagers et que Ouais. jamais ils auraient dû être utilisés en population et de masse, hein. Ouais. Alors on va aller C'est sur assez le clair, fond, hein. évidemment. On va Les aller données sur le montrent, hein, maintenant. ouais, on va aller alors justement, on va aller sur le fond et sur l'importance et peut-être aussi vos dernières données, vos dernières analyses sur les conséquences de ce vaccin et de cette vaccination. Mais c'est peut-être lié. Vous revenez de votre voyage à Wuhan, un 11e Oui, voyage, puisque vous avez l'habitude. D'ailleurs, je le disais tout à l'heure, vous étiez même rédacteur en chef d'une responsable de l'Institut de virologie à Wuhan. Donc, vous oui, avez des oui. liens très forts Oui, avec Wuhan. c'est la 11e fois, je crois, que j'y vais. Je suis invité, en fait, chaque année là-bas. J'y étais en avril 2019, en mars-avril 2019. J'y suis pas allé jusqu'il y a 2 ans, puisque tout était verrouillé. Et donc, là, j'en reviens, hein. Alors, y a-t-il des J'en reviens informations, depuis euh, hier. des éléments, d'abord que vous avez des choses que vous avez pu constater là-bas, et puis y a-t-il une façon de penser ou peut-être des éléments scientifiques sur justement ce qui s'est passé autour de Wuhan qui sont plus clairs depuis Wuhan que depuis nos pays? Bah, à Wuhan, bah, ils sont assez discrets dessus, hein, puisque Oui. c'est un peu un sujet tabou. Mais en tout cas, bon, ils font porter le chapeau, évidemment, aux Américains, euh, notamment bah, avec le programme Diffuse, hein, le programme Diffuse qui a été donc lancé indirectement par Trump, qui avait rétabli les gains de fonction en décembre 2017, Oui. alors qu'ils avaient été interdits par Obama en 2014. Et donc, 4 mois après, il y a eu le financement du programme donc Diffuse, qui correspondait en fait à l'insertion d'un site furine dans une protéine spike de coronavirus de chauve-souris. Hmm. Et le site furine qui a été introduit justement dans cette protéine spike, c'est un site furine très particulier. Le motif, c'est PRRAR, SV, et donc ça coupe après une arginine. Et donc c'est un motif très particulier parce qu'il ne correspond pas au motif furine classique. Et c'est pourtant un motif qui a été breveté par Moderna 3 ans donc avant la pandémie. Et il y avait eu un dépôt provisionnel qui avait été fait en 2012 déjà. Oui. Ça, c'était Euh, déjà l'alerte qu'avait donné le professeur Montagnier en disant qu'il reconnaissait une séquence comme préécrite par l'homme.
Oui, alors le professeur Montagnier, c'était un petit peu différent, c'est-à-dire qu'il avait repris des travaux de bioinformaticiens indiens qui avaient comparé des protéines spike de différents coronavirus et qui avaient montré qu'il y avait quatre insertions dans la protéine spike des coronavirus, enfin du SARS-CoV-2 exactement. Il y avait quatre insertions qui étaient des homologies structurales avec la GP120 du virus de l'immunodéficience humaine. Voilà. Alors en fait, sur ces quatre insertions, il y en a deux qui étaient à mon avis pas significatives, mais il y en a deux qui étaient plus significatives, puisque j'avais regardé ça de près à l'époque. Voilà. Et ce ne sont pas en fait des substitutions, mais ce sont des additions, c'est-à-dire que les protéines spike du SARS-CoV-2, par exemple, est plus longue que les autres, Ouais. justement du fait du rajout de ces domaines. Oui, c'est ça. Donc, ce qu'on peut comprendre pour vulgariser, pardon, pour nous autres, hein, qui sommes pas forcément très pointus sur la question, c'est que ce que vous avez dit, là, on est sur des brevets déjà déposés avant le Covid. Donc, c'est quand Ah même. ben oui, oui, oui. Et Là, c'est un brevet de 2017, hein. ouais, 2017 avec un dépôt provisionnel en 2012. Ça veut dire que ça date pas d'hier, hein. Et puis c'est Bancel, le premier auteur de ce brevet, hein. ouais. Voilà, donc le patron de Moderna, hein, Alors, c'est quoi votre. qui avant travaillait chez Biomérieux. Ouais. Et alors, c'est quoi là, je précise tout de suite, et pour ceux qui veulent nous attaquer, qu'on est sur un scénario. C'est-à-dire, on tente de comprendre ce Oui. qui a pu se Alors je passer. rappelle à ce sujet d'ailleurs, faites bien de préciser, Oui, que je m'exprime en mon nom propre, hein, parce oui, que c'est quelque chose qui m'avait été reproché, bien que je le dise régulièrement, y compris dans l'interview que j'ai eue avec Nicolas Vidal sur la vaccination infantile. oui. Alors, on va peut-être passer après un extrait si vous voulez commenter, mais continuons d'avancer un peu. Je rappelle, Jean-Marc Sabatier, vous êtes donc directeur de recherche au CNRS, mais vous vous exprimez en votre nom propre et je crois qu'un scientifique a encore le droit de s'exprimer en France et de déposer des thèses et de suggérer des thèses et pourquoi pas même de débattre avec des gens. Osons aller jusque-là. Jean-Marc Sabatier, donc, vous nous confirmez d'après vos études que nous sommes sur un brevet qui a été déposé bien avant le Covid, sur une séquence qui a été déposée bien avant le Covid. Et donc, comment vous comprenez qu'est-ce qui a bien pu se passer finalement maintenant, vous qui allez en plus sur place à Wuhan, vous qui entendez la version chinoise, vous qui entendez et lisez, j'imagine, les échanges avec les Américains, qu'est-ce qui a bien pu se passer finalement autour de ce vaccin qui a fini, enfin ce vaccin, pardon, non, là, on n'est pas sur le vaccin, ce Covid, ce virus qui a fini par se répandre sur toute la planète. Oui. Ben, pour moi, c'est clairement un virus qui est issu des gains de fonction, hein. Ouais, C'est-à-dire que c'est pas un virus naturel, hein. Il a été clairement trafiqué et tout montre qu'il a été trafiqué. Ne serait-ce que la présence de ce site furine qui est complètement atypique, qu'on ne ouais. retrouve pas dans les autres microbes, hein, qui Donc est pardon, vraiment là très juste je vous particulier. arrête. Là déjà en ça vous vous opposez par exemple au professeur Raoult qui dit que c'est naturel et que ça vient des Ah oui, pangolins. non, mais enfin, il pense ce qu'il veut, mais en tout cas, Hmm, pour moi, c'est absolument certain qu'il n'est pas naturel, hein. d'accord. Il y a absolument tout qui montre qu'il n'est pas naturel. Euh, il a été étudié d'ailleurs par des bioinformaticiens qui montrent que ce virus ressemble à un virus reconstitué en identifiant notamment les sites restrictases au niveau du génome du virus, qui montre que c'est un virus qui a été bidouillé. En plus, il a un site, un adhésiotope, une séquence RGD qu'on retrouve pas dans le SARS-CoV-1, qui aurait pu être ajouté. On retrouve un site furine qui peut exister dans certains coronavirus, mais pas ce site furine spécifique, hein. Donc, ce site est très particulier. On ne le retrouve pas dans les autres microbes, on ne le retrouve que dans le SARS-CoV-2. Hmm, Ça faisait partie justement des travaux qui étaient soumis à financement dans le cadre du programme Diffuse, qui avait été soumis par Peter Daszak, le patron de EcoHealth Alliance, et qui concernait donc l'Institut de virologie de Wuhan, en la personne de Shi Zhengli, qui est la sous-directrice du laboratoire ouais, ouais. B4 de l'Institut de virologie, et de Ralph Varick, qui est un professeur de virologie de l'Université de Caroline du Nord. Donc tout a été bien détaillé, bien décrit. On connaît même le montant de ce financement, qui est de 14,2 millions de dollars. Donc au fil du temps, on apprend des informations quand même qui montrent Alors, attendez, que donc on c'est a un un virus programme en diffuse fonction. qui est porté par qui? Juste que je simplifie. Le programme, il est porté par qui? Ah, il est porté par Peter Daszak et c'est un financement américain du NIAID Hmm, dirigé par Fauci.
Et le NIAID, c'est l'Institut Oui. des maladies infectieuses et des allergies, qui est une des 27 agences dirigées par le NIH, hein, l'Institut de la santé américain, qui est actuellement dirigé par Jay Bhattacharya. Oui, oui, mais enfin, ça, Ouais. alors, les têtes ont changé, donc c'est un peu différent. Mais donc, disons qu'on était sur un programme porté par les Américains en Oui, Chine, oui, tout à fait, en oui, oui, oui. partenariat avec la Chine. Oui. À votre avis, quel était le rôle de chacun parce que on le sait, comment ça s'appelle, gains de fonction sont interdits sur le sol, enfin étaient interdits, le sont encore Oui, d'ailleurs, sur le sol américain. Donc c'est bien pratique évidemment pour les Américains d'aller faire ça ailleurs. Et pourquoi pas en oui. partenariat avec les On a Chinois. parlé d'Ukraine, Oui, oui. oui. On a parlé de Encore laboratoire. ouais, exactement, encore un Oui, autre sujet. Mais oui. si on reste sur les Chinois, donc on a un partenariat qui était donc les Chinois étaient d'accord de faire ce travail en partenariat avec les Américains euh, de gain de fonction sur leur territoire. Oui, certainement, oui. Oui. Et, et derrière, ce qui a pu se passer, c'est à votre avis, c'est quoi? Ça s'est échappé de manière accidentelle? Personnellement, je ne pense pas que le virus soit échappé d'un laboratoire. Je pense que ça a été volontaire. Enfin bon, Hmm, euh, enfin moi j'en suis convaincu. Oui. d'accord, Je pense qu'il a été dispersé en fait lorsqu'il y a eu les Jeux mondiaux militaires à Wuhan à la fin 2019. d'accord. Bon là, évidemment, on est sur une présomption, on est sur un scénario que vous Oui, oui, oui. dessinez, vous n'avez pas Oui, oui, forcément tous les éléments. bon, ça Oui, ça, c'est ma vue. Hein. Je pense que c'est quelque chose qui a été fait pour déstabiliser peut-être la Chine à l'époque. Il oui, faut pas oublier que Trump a rétabli quand même les gains de fonction, donc ce qui n'était pas une bonne chose. oui. Et puis très très tôt, il a tout de suite parlé du virus chinois, il a tout de suite fermé les frontières américaines. Voilà. D'accord. Après, c'est mon avis hein, maintenant. D'accord. Alors, oui, c'est votre conviction. On a le droit d'avoir des convictions, on a le droit d'avoir des avis, on a le droit de les partager. Ça ne veut pas dire que là, vous apportez votre tampon, entre guillemets, scientifique sur cette Oui, oui, conviction. non, non, non. Je le Euh, rappelle. oui, Euh, oui. mais là, Non, là, ce que je peux dire, en fait, mm, c'est que ce virus est issu des gains de fonction et qu'il n'est pas naturel et que bon, et que le certains, donc, pangolin, c'est pas une zoonose hein, ouais, du tout. d'accord. Et que certains avaient quand même la volonté de le diffuser. Oui, je pense, oui. Donc, est-ce qu'on peut comprendre, d'après les schémas de ce que vous nous avez raconté, qui finance quoi, qui collabore? On peut comprendre qui avait cet intérêt. Ben oui. Ben, à mon avis, les Américains avaient cet intérêt aussi, hein, pour déstabiliser peut-être la Chine. Euh, voilà, parce que Trump ne pouvait pas ignorer que ce qui se passait au laboratoire, à l'Institut de virologie de Wuhan, se faisait avec des financements américains. C'était pas possible qu'il le sache pas. Oui, bien sûr. En étant président, je veux dire, ça a été un dossier qui a été soumis, qui a été financé. Il a été financé 4 mois après le rétablissement des gains de fonction. Hein. Hmm. Alors bon, je sais que le professeur Raoul dit que les gains de fonction n'existent pas, etc., mais ils existent. Ça, c'est une certitude. Hein. Oui. J'en ai vu, j'en ai même fait. Hmm. J'ai même été modérateur de sessions où il présentait des gains de fonction, donc je suis très bien placé pour savoir que ça existe. Et d'ailleurs, si ça n'existait pas, ils n'auraient pas été interdits par Obama en 2014. Bien Et puis, il n'y sûr. aurait pas eu un article du Lancet en 2015 pour expliquer pourquoi il fallait interdire justement l'étude de gains de fonction. Oui. Et alors, quelle était l'ambiance là quand vous êtes allé à Wuhan, puisque vous en revenez? Justement, on est sur quel état d'esprit en ce moment? Que ce soit Oui, politique et scientifique. ben on parle normalement hein, de science, on a parlé beaucoup de toxines, on parle moins de virus, hein, c'est un sujet quand même tabou hein, là-bas. C'est un sujet qui est Parce que c'est un devenu tabou laboratoire de depuis. virologie d'État. Oui. Oui, oui, c'est tabou. Depuis le Oui, Covid. oui. Un peu, même avant. Mais disons que depuis le Covid, oui, oui, ils veulent plus entendre parler de Covid, hein, ça c'est clair. D'accord. Parce qu'il pourrait, c'est intéressant parce qu'il pourrait avoir envie, justement, si le scénario que vous imaginez, encore une fois, on est sur une vue, une conviction, on a le droit d'établir des convictions. Ça ne veut pas dire que vous le portez en tant que scientifique, encore une fois, ça c'est autre chose. Ce sont des revues scientifiques et des écrits que vous publiez. Euh, si on considère que la Chine est finalement victime d'une certaine façon de ce qui s'est passé,
C'est intéressant qu'elle ne cherche pas à le faire connaître ou à en débattre Oui, oui, ou à diffuser ou je sais pas à répondre ou alors au tout à moins à fait, oui. informer les autres scientifiques occidentaux dont vous faites partie. C'est intéressant qu'ils cherchent pas. Oui, tout à fait. C'est d'ailleurs une question que j'ai posée et auquel j'ai pas eu de réponse. Ouais. Hmm. Ce qui pourrait presque aller entre guillemets contre votre Oui, oui, tout à scénario fait, parce oui. qu'on pourrait Oui, se oui. dire bah s'ils sont au courant forcément ils sont les premières victimes en plus on les a tous accusés tous les yeux se sont tournés vers eux. Euh, Oui, tout à euh, fait. ils Alors, auraient pu répondre d'une il y a façon ou aussi d'une beaucoup autre. de choses qui montrent que c'est pas une fuite de laboratoire, hein, que c'était prémédité, hein. Puisqu'il y a eu, par exemple, Event 201, qui était les prémices de la pandémie Oui. de Covid-19. On sait qu'il y a eu énormément de commandes de fioles bien avant décembre 2019 par Moderna, par Pfizer, etc. Donc voilà. Et le fait qu'on retrouve donc ce fameux Cifurine qui était breveté par Moderna avant montre que voilà, c'était à mon avis pas que c'était pas une fuite de laboratoire. À mon avis, c'est quelque chose qui était prémédité. Oui. Euh, Peut-être pour réguler peut-être la population, puisque il y a des bruits qui courent que quand la population mondiale devait atteindre les 8 milliards de personnes, il fallait recourir à une dépopulation. À l'époque, à ma connaissance, on était à 7 milliards 8 et actuellement on est à 8 milliards de hmm. population. Ouais, ouais. J'entends bien, mais on va rester sur des choses, ce que vous avez entendu, ce que Oui, vous avez oui, retrouvé, plus que sur les bruits qui oui, courent, bien parce que sûr. là, pour le coup, ça peut vraiment se retourner contre vous, contre nous. Euh, Oui, oui, je voudrais revenir un peu sur sur votre livre. Alors, ce qui est intéressant dans ce livre, c'est une série d'articles publiés que vous avez publiés, donc comme je l'ai rappelé tout à l'heure dans cette revue tenue par Marcel Gay. Euh, et en fait, ce qui est très intéressant, c'est que vous êtes cohérent. Vous êtes la ligne, vous tenez une ligne qui n'a pas changé. Vous n'évoluez pas en non, elle n'a pas fonction changé. des années. Non. Et dès le début, il y a énormément d'articles qui sont publiés pendant ces 2 années à peu près. Dès le Oui, début, vous soupçonnez, vous dites qu'il y a un problème dans la façon de gérer ce vaccin. D'abord, donc vous reconnaissez déjà dans dans le virus une façon d'agir du virus qui est assez atypique. Vous alertez sur oui, sur ce côté atypique et ensuite sur la production des vaccins et ensuite sur les vaccins en eux-mêmes. Et puis alors après, je dis tout et je vais vous laisser dérouler. Et après, ce qui est très intéressant, c'est que comme vous êtes un chercheur, vous cherchez quand même aussi des solutions. Et vous voyez très vite aussi, vraiment très tôt, l'intérêt de la vitamine D, oui, qui permet vraiment de résoudre, en tout cas de soigner au mieux, d'empêcher, vous dites c'est comme un frein sur une oui. voiture qui irait contre un mur, ça permet d'éviter d'aller contre le mur. Et, et Oui, donc dès tout ça, mars Ouais, 2020, en fait, hein. On a même publié scientifiquement dessus sur l'intérêt de la vitamine D, justement, contre la Covid-19. Parce qu'en fait, j'avais identifié que le virus dérègle un système physiologique qui s'appelle le système rénine-angiotensine, qui est un système hormonal et enzymatique qui contrôle en fait le fonctionnement de nos cellules et donc de nos tissus et de nos organes. Et donc, ce qui se passe, c'est que le virus, via sa protéine spike, est capable de reconnaître le récepteur ECA2, qui est l'enzyme de conversion d'angiotensine 2, et donc en se fixant dessus, il dérégule ce système, il le suractive, euh, puisqu'en se fixant dessus, il gêne la dégradation d'une hormone qui est l'angiotensine 2, qui va se retrouver en excès et qui va suractiver son propre récepteur qui va être délétère, qui est le récepteur AT1R. Voilà. Et très tôt, en fait, en étudiant le système rénine-angiotensine, on a vu que la vitamine D avait une action très importante dessus, de frein, puisque ça freine, entre autres, c'est un inhibiteur de la rénine qui est en haut de la cascade, en fait, délétère du système rénine-angiotensine. Et donc, on avait décrit ça dès mars 2019. ouais, On a même contacté les autorités sanitaires à ce sujet pour leur souligner en fait l'importance de la vitamine D pour lutter contre la Covid. J'ai même personnellement, moi, écrit 2 fois au docteur Castagliola, hein, qui fait partie de la cellule de désinformation qui a été nommée là par le ministre de la Santé, là, Neuder. Donc bon, elle m'a pas répondu.
voilà. Je sais que ma sœur a aussi écrit. Elle n'a pas reçu de réponse. Mais très très tôt, on avait vu effectivement que la vitamine D était très, très importante, Sauf que, notamment par ouais. rapport à ce système rénine-angiotensine. Ouais, c'est quand même très intéressant parce que évidemment la vitamine D ça coûte pas cher, c'est pas compliqué. Oui, Euh, mais ça n'intéresse pas l'industrie pharmaceutique parce qu'il ah bah oui, n'y a pas d'argent à gagner avec. ah, ouais, exactement. Et surtout, je rappelle que c'est Olivier Véran, notre ministre de la Santé de l'époque, qui avait soumis comme prescription aux ARS, etc., de ne plus prescrire de la vitamine D et puis d'ailleurs d'autres médicaments considérés comme non essentiels. Donc on Oui, était oui, vraiment sur, alors que c'était comment dire, d'ailleurs un peu comme l'hydroxychloroquine, des molécules connues, ultra connues, aux effets connus oui. et efficaces. Et ça a été, Ivermectine, ouais, etc. Oui. ouais, Hmm. et ça a été, Azithromycine, enfin les macrolides. Ouais, ouais, ouais. donc ça a été Bah, c'est bloqué. incompréhensible. Bah, c'est-à-dire que soit ils savent pas ce que fait la vitamine D. Je pense que c'est le cas de pas mal de personnes. Bon. Notamment, c'est pas une vitamine, c'est une prohormone sécostéroïde et donc qui a des actions multiples, notamment sur le génome, et qui a une action très importante sur le génome parce qu'elle est capable de stimuler à peu près 8% à l'heure actuelle du génome humain. Ouais, Donc, il y a des effets en cascade qui vont être très, très bénéfiques. Et c'est vrai que, bon, il y a eu un peu une chasse à la vitamine D. ouais. Elle est même actuellement classée comme perturbateur endocrinien, ce qui est une méconnaissance totale de son mode d'action, puisque son mode d'action, c'est justement d'agir sur la balance hormonale. Ouais, ouais, Voilà. Donc, c'est qu'elle ne perturbe pas la balance hormonale, au contraire, elle la rétablit. Elle rétablit une balance hormonale déréglé. favorable. Mm. Mm. Ah oui, elle rétablit quand elle a été déréglée vers du favorable, évidemment, on l'a compris. Non, mais tout ça, et ce qui est vraiment fort dans ce livre, c'est qu'on le voit, et comme on le voit à la trace, parce qu'on voit la trace de la date de votre article, on voit que vous soignez le toxin déjà très tôt sur le sujet en disant mais voilà, il Ah faut oui. prendre de la vitamine D, enfin, avec vos modes scientifiques. Donc c'était voilà pourquoi la vitamine D est utile, voilà comment elle fonctionne. En effet, cette version hormonale de la vitamine D qu'on connaît peu, enfin nous autres, euh, et tous les effets positifs. Et ça, vous préveniez déjà et vous essayez déjà Ouais. de réunir du monde autour de cette information. Et finalement, ça n'est pas passé, ça a été refusé. Et puis, surtout, comme on le Oui, sait, parce que ça a été soumis donc à l'Assemblée nationale par Mm. Jean Lassalle. Il a écrit à l'Assemblée nationale justement pour une supplémentation de la population dans des quantités efficaces, hein, puisqu'il y a eu une supplémentation qui a été faite en Angleterre, mais bon, elle était minable, hein, c'était complètement sous-dosé. Ouais. Il aurait fallu une supplémentation au minimum 20 fois supérieure à ce qu'ils ont donné. Alors, il y a un autre article, alors là, pour le coup, j'avance dans le temps, parce que bon, après, vous vous interrogez, comme je l'ai dit, sur les effets indésirables, mais ici, à Toxin, en tout cas, les gens sont à peu près avertis, on en a beaucoup parlé, sur les effets indésirables, enfin, la réaction du Covid et sur les effets indésirables du vaccin. Oui. Alors, Oui, je, allez-y, je voulais juste préciser bien sûr. justement que on a également écrit un article, coécrit un article avec Estelle Fougère, qui est une journaliste scientifique, qui s'appelle Covid long et effets indésirables du vaccin. Oui, C'est un livre de 400 je sais plus combien, 496 pages, je crois, voilà, qui traite justement des problèmes liés à la vaccination, des effets secondaires, parce que très tôt, en fait, dès mars 2020, en décrivant le fonctionnement du SRA, dans cet article, on avait aussi anticipé des pathologies qui n'étaient pas décrites du tout à l'époque, hein, parce que c'était le début de la pandémie, entre oui, guillemets, oui. et donc on avait décrit déjà toutes les atteintes qu'on allait observer, qui n'étaient pas décrites parce que on savait que c'était un dérèglement du système rénine-angiotensine, et c'est un système qui est très étudié, et on savait déjà quelle pathologie allait être associée à cette dérégulation du système rénine-angiotensine. Donc, ça nous a permis de décrire des atteintes cardiovasculaires, gastro-intestinales, de l'auto-immunité, des cancers, enfin, tous les troubles qu'on peut voir neurodégénératifs. Et à l'époque, personne n'en parlait. Hein, c'était vraiment le tout début. Et moi, j'avais mentionné ces pathologies parce que j'étais certain qu'un jour ou l'autre, on allait les décrire, hein, puisqu'elles sont associées à une dérégulation du système rénine-angiotensine. Donc, ça a permis
de voir très très en avance en fait tout ce qui allait se passer. C'est-à-dire que ça a mis en évidence des phénomènes qui sont maintenant décrits, mais qui sont décrits avec 3 ans, 4 ans de plus. Hein. Euh, Par exemple, des phénomènes comme le syndrome d'activation macrophagique qui va être induit donc par ce dérèglement du système rénine-angiotensine, le SAMA aussi, le syndrome d'activation mastocytaire, l'hypokaliémie, les SIBO, c'est-à-dire les troubles gastro-intestinaux avec l'épulation des bactéries du côlon dans l'intestin grêle. Enfin, toutes ces pathologies, en fait, on les a décrites avant l'heure, très très tôt. Ouais. Euh, voilà. Et les cancers, vous le disiez, Oui, c'est important. les cancers et les maladies auto-immunes, hein. Et même le diabète de type 2, c'est-à-dire le diabète voilà, sucré, résistance à l'insuline, ce qui est vraiment inhabituel pour un virus. D'ailleurs, C'est pour ça qu'on n'a pas été cru, je pense, dès le début, parce que cet article n'a pas été lu, en tout cas, il n'a pas du tout, il n'a pas été euh, du pris au tout, sérieux, ouais. oui, 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 pris au sérieux parce que justement, on décrivait des choses très précises et on s'est dit, bon, il raconte n'importe quoi parce que c'est pas possible. Mais là, on peut regarder, donc, avec près de 5 ans de recul, que tout ce qui est marqué est exact. Hein. Ouais, Tout a ouais. été anticipé. Hein. Pathologie C'est neurodégénérative, tout. c'est pour ça aussi, vous citiez l'autre livre et vous le redonnerez à la fin. Mais c'est pour ça que c'est fondamental, parce que là, on a une trace dans l'histoire. Je veux dire, encore une fois, on a les dates de ces articles où vous Oui, oui. alertez et on se rend compte, évidemment, que tout ce que vous dites, en effet, tout ce que vous avez écrit, s'est révélé plus tard. Euh, mais d'abord, juste vous parliez du diabète, de l'amplification du phénomène de diabète avec ce Covid, et vous en avez parlé très tôt. Et vous avez écrit un Oui. article plutôt, d'ailleurs, plutôt à la fin de cette période sur la rechute du Covid long liée au sucre. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Parce que je trouve ça intéressant. Oui, oui. Euh, oui, bah, c'est-à-dire que la suractivation du système rénine-angiotensine nous met en état de prédiabète. Et donc, il y a une espèce de résistance à l'insuline. Hein. C'est pour ça que ça favorise l'apparition du diabète de type 2. Et il y a également aussi, ça favorise l'apparition du diabète de type 1, qui est le diabète auto-immun. Voilà. On sait que quand on a un Covid long, par exemple, quand on mange du sucre, du glucose, à ce moment-là, souvent on fait des rechutes. Hein. C'est-à-dire que quand on mange des bonbons, quand on mange des gâteaux, on fait des rechutes. Souvent, ces rechutes sont décalées. On a une rechute à peu près 24 heures après, voire 48 heures après. Alors, ça s'explique justement par l'étude du système rénine-angiotensine, puisque quand on prend du sucre, du glucose, à ce moment-là, je veux dire, il y a une production d'ATP qui est une forme de stockage de l'énergie au niveau cellulaire. Et il y a une certaine partie de cet ATP qui va en milieu extracellulaire, c'est-à-dire qui sort de la cellule et qui se fixe sur deux récepteurs purinergiques. Il y en a un qui s'appelle P2X7, l'autre qui s'appelle P2Y. Et notamment, c'est responsable d'inflammation. Hein. C'est-à-dire que le P2, le P2X7, c'est un canal ionique. C'est un canal en fait qui fait rentrer du sodium, qui fait rentrer du calcium et qui fait sortir du potassium, et ça active l'inflammasome, c'est-à-dire que ça lance des inflammations, donc ça favorise les effets délétères du virus, alors que le canal aussi qui est activé donc par cet ATP qui se fixe sur ces récepteurs purinergiques, le P2Y, c'est une protéine, c'est un récepteur transmembranaire à cette segments transmembranaires, hein, une nucléoprotéine IG. Et donc, ça a aussi un effet sur la régulation de l'inflammation, de l'activité du système immunitaire, etc. Ouais. Pour les Covid longs, il faut éviter le sucre et le remplacer donc par du xylitol, l'érythritol, du stevia, enfin voilà, éventuellement des polyols, mais en tout cas une prise de sucre est délétère, justement à cause de cette fuite d'ATP qui est produit et qui se fixe sur ces récepteurs extracellulaires qui sont des récepteurs purinergiques. Ouais. On reviendra d'ailleurs. Hein. Je vois aussi que j'ai beaucoup de questions sur le chat concernant la vitamine D, comment l'utiliser. On va recevoir un livre prochainement sur justement comment traverser l'hiver
notamment avec la vitamine D et en tout cas avec des produits naturels. Donc ça, ce sera des choses sur lesquelles on pourra revenir. Vous avez en tout cas beaucoup alerté sur les dangers évidemment de la vaccination ARN pour les femmes enceintes, mais pas que, donc sur toutes les conséquences, et vous en avez parlé d'un certain nombre de maladies qui ont été qui se sont développées à ce moment-là, ou alors la réactivation de maladies. Et il y a un autre sujet, je ne sais pas si vous direz un mot là-dessus, il y a aussi un autre sujet qui maintenant, je crois que c'est peut-être un point sur lequel nous on n'est pas forcément très informés, c'est la vaccination des animaux qui commence. Et ça, c'était un de vos derniers articles dans ce livre. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Alors justement, on a un livre qui va sortir, hein, toujours avec Estelle Fugère sur l'ARN messager qui est utilisé donc comme plateforme vaccinale pour les humains, mais également pour les animaux et pour les plantes. Et on voit clairement que cette stratégie ARN messager, elle se développe de façon folle parce que plus on avance et plus on se rend compte qu'il y a des effets délétères à tous les niveaux. Hein. Normalement, tout devrait être stoppé. Et en fait, ça continue de plus belle. Et notamment, il y a des ARN messagers auto-amplifiants qui sont développés, qui existent également pour une utilisation chez l'homme, hein, contre la Covid, par exemple, mais pour une utilisation aussi chez des animaux comme le canard, les porcs, les différents animaux. Il y a des vaccins qui sont en cours de développement qui utilisent cette stratégie à ARN messager auto-amplifiant. Alors, pour résumer, les ARN messagers auto-amplifiants, c'est ce qu'il y a de pire au niveau des ARN messagers, c'est qu'on a inséré dans l'ARN messager qui va coder pour l'antigène, par exemple la protéine spike, hein, dans le cas d'un vaccin anti-Covid, on va insérer un complexe réplicase. Et un complexe réplicase, c'est un complexe qui provient soit d'un alphavirus, soit d'un flavivirus. Généralement, c'est un alphavirus, c'est le virus de l'encéphalite équine vénézuélienne. Et c'est un complexe enzymatique qui a une activité donc ARN polymérase, ARN dépendante. Ça veut dire que quand on insère dans un ARN messager auto-amplifiant donc un complexe réplicase, lorsqu'il va y avoir la traduction de cet ARN messager, on va produire à la fois l'antigène, par exemple la protéine spike, mais également les protéines de ce complexe enzymatique. Et donc, il va y avoir des copies qui vont être faites de cet ARN messager auto-amplifiant. En gros, on vous injecte une fois cet ARN messager et vous allez produire en permanence de l'antigène et du complexe réplicase. Voilà, du moins en théorie. Parce que, en quoi c'est problématique? À quel moment ça devient dangereux? Eh ben, en fait, c'est très dangereux parce qu'on ne maîtrise rien. On ne maîtrise pas la quantité d'antigène qui va être produit. On ne contrôle pas l'activité du complexe réplicase parce que l'activité du complexe réplicase, c'est la fabrication d'ARN à partir d'une matrice d'ARN. Donc, à partir du moment où on l'injecte dans la cellule, on ne sait pas trop ce qui va se passer parce que des ARN, il y en a partout. Donc, on ne va pas maîtriser vraiment ce que va faire le complexe réplicase. On ne maîtrise pas la production justement de l'antigène, par exemple la protéine spike. Cette production va être très variable d'un individu à l'autre. Ça va complètement dépendre de l'état de santé de l'individu, de sa génétique, de son système immunitaire. Certains vont produire énormément d'antigènes, d'autres vont en produire très peu. Ça, c'est la première chose. La seconde chose, c'est qu'on ne maîtrise pas le catabolisme, c'est-à-dire la dégradation de ces ARN messagers, auto-amplifiants ou traditionnels, tout simplement parce qu'ils ont été entièrement modifiés. Donc, quand on dit que ces ARN messagers sont très stables, sont très stables, mais sont dégradés très rapidement par les enzymes après traduction donc en protéines antigéniques. Donc ça, c'est complètement faux. Hein. Les ARN messagers, donc vaccinaux, entre guillemets, n'ont rien à voir avec des ARN messagers naturels. Donc, on ne maîtrise pas leur catabolisme. On sait qu'ils ont une durée de vie qui est très, très augmentée par rapport à un ARN messager naturel. Oui. On ne maîtrise pas la biodistribution de ces ARN messagers, c'est-à-dire qu'ils ne restent pas dans le muscle deltoïde. Hein. Ça circule dans la circulation. Ça peut être capté par tous les types cellulaires. On sait que c'est capté par les organes reproducteurs, que ça peut franchir la barrière hémato-encéphalique. Oui, vous avez même dit que ça peut traverser la barrière placentaire. Donc, ça peut aller chez le bébé, quoi, dans le ventre. Oui, ça traverse également effectivement la barrière placentaire. On ne maîtrise pas non plus les protéines produites, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que les ARN messagers qu'on utilise actuels, qui sont auto-amplifiants, on utilise souvent un dérivé
de nucléotides qui s'appelle la méthyl-1-pseudouridine. Et cette méthyl-1-pseudouridine est mal reconnue par la machinerie de traduction cellulaire, notamment par les ribosomes, qui font un saut du cadre de lecture de +1. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les triplés qui vont être lus en fait par les ribosomes vont être décalés. Et ça va conduire à l'insertion en fait d'acides aminés qui n'ont strictement rien à voir avec l'antigène qui a été sélectionné. Oui. Donc, en gros, vous injectez par exemple un ARN messager qui va être destiné à vous faire produire par vos cellules, par exemple l'antigène H5 de l'hémagglutinine. Et vous allez avoir non seulement de l'antigène H5, mais vous allez avoir une multitude de protéines inconnues, une myriade de protéines inconnues qui vont être produites également. Et ces molécules-là, elles sont très dangereuses parce qu'elles vont stimuler également le système immunitaire et donc elles vont pouvoir être à l'origine de troubles auto-immuns, de troubles métaboliques, de turbocancers, etc. Puisqu'en cas d'immunoréactivité croisée, on va affecter en fait des voies métaboliques et ça va pouvoir induire des tas de pathologies. Et en plus, dans ces ARN messagers, auto-amplifiants ou traditionnels, on utilise des nanoparticules lipidiques, qui sont en fait des phospholipides, des lipides pédiguilés, des lipides cationiques et du cholestérol. Et on sait que les lipides pédiguilés et les lipides cationiques sont délétères pour l'organisme. Ça a été démontré expérimentalement. Donc, il y a un effet délétère aussi des nanoparticules lipidiques. Donc, on voit en fait que tout ce qui est lié à ces ARN messagers est très délétère, puisqu'on maîtrise strictement rien. Oui. Et donc, c'est complètement une folie de l'utiliser d'abord dans une approche vaccinale chez l'homme, mais aussi chez les animaux. Alors voilà, j'arrive à une question sur les animaux. Ben voilà, exactement. Attendez, j'ai une question importante et on va essayer de faire ça. Juste, tout ce que vous venez de dire, c'est très important, mais je suis pas sûr que tout le monde ait tout compris. En gros, cette vaccination ARN amplifié va venir, est-ce que c'est comme un surstimulant de notre système organique et donc surstimuler soit des maladies dormantes, soit d'autres organes et finalement nous rendre malades évidemment parce que on dérègle tout l'intérieur de notre corps humain. Si je le vulgarise, est-ce que vous validez? Ouais. Est-ce qu'on dérègle le système rénine-angiotensine qui est présent sur tous les types cellulaires, que ce soit des cellules nerveuses, des cellules immunitaires, des cellules épithéliales, endothéliales. Donc on dérègle en fait le fonctionnement de toutes ces cellules, on dérègle le fonctionnement de l'immunité innée et donc de l'immunité adaptative, c'est-à-dire on induit une immunodéficience. Donc c'est très problématique, c'est-à-dire tout montre que ça fonctionne pas du tout, quoi. Donc, ces données, normalement, devraient alerter. Plus qu'alerter. On devrait plus qu'alerter. On devrait être, on devrait non seulement tout stopper et en plus tenter de soigner les personnes déjà vaccinées. Bon. Alors, ça, c'est la première chose. Ensuite, je voudrais aller, et rapidement, parce qu'on a largement exposé les timings. C'est très important cette vaccination animale et des plantes, dites-vous. Ça, c'est aussi votre livre, donc on pourrait revenir sur ce livre, mais, parce que là, ça casse quelque chose. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, on avait une vaccination, imposée, on l'a bien compris, mais certains ont pu résister à cette vaccination. Donc, disons qu'il y avait plus ou moins encore un pseudo libre arbitre et un choix. Là, on l'a plus. Si on commence à vacciner des plantes et vacciner des animaux, qui sont évidemment prêts à la consommation, là, ça devient très embêtant, non? Est-ce que ingurgiter de la viande... Est-ce que cette vaccination a des effets ensuite, une fois qu'elle est dans l'assiette, sur l'homme, ou est-ce que les effets disparaissent? Est-ce que vous avez une idée là-dessus? Elle peut avoir, bien sûr, cette vaccination, un effet sur l'homme, c'est-à-dire une vaccination animale, par exemple des canards. Il y a 62 millions de canards qui ont été vaccinés là en France, maintenant un peu plus de la moitié avec un vaccin inactivé, donc traditionnel, et puis l'autre moitié avec un vaccin CEVA, qui est un vaccin ARN messager auto-amplifiant contre l'antigène H5, puisque c'est pour lutter contre la grippe aviaire en fait chez le canard, pour lutter contre le H5N8. Et on sait que un ARN messager en fait commence à être dégradé aux alentours de 65 degrés Celsius, mais ça va dépendre de sa structure. Ça va dépendre de sa longueur et ça va dépendre de sa structure. C'est-à-dire qu'il y en a qui vont être plus ou moins stables.
plus il sera capable de former des zones appariées, et plus il sera stable. Et plus il est court, et plus il sera stable aussi. Et ça veut dire que lorsqu'on ajoute, comme c'est le cas par exemple du vaccin Ceva, quand on ajoute des polymères, on rajoute dedans du squalène par exemple, qui est thermorésistant. On ajoute aussi des molécules polycationiques enrobées d'acide oléique. On peut avoir une certaine protection, des nanoparticules aussi de fer, qui vont protéger en fait ces ARN messagers, qui vont faire que ces ARN messagers ne vont pas être dégradés, d'une part par la température lors d'une cuisson légère, et aussi par l'acidité gastrique. Donc ça peut conférer, avec une espèce de formation de gangue, une certaine protection à ces ARN messagers. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsqu'on va manger par exemple du canard qui est rosé, on a une possibilité d'être contaminé. Pourquoi? Parce que déjà, quand on va manger ce canard, il sera peu cuit, par exemple, il sera rosé, donc il aura peu chauffé. Ouais. Donc l'ARN messager pourrait être intact ou partiellement intact. Il peut être protégé aussi par ces nanoparticules d'oxyde de fer et de squalène. Il peut être aussi protégé de l'acidité gastrique, justement grâce à ces nanoparticules d'oxyde de fer et de squalène. Et puis même s'il était dégradé, je veux dire, au niveau de l'estomac, avec un pH qui est voisin de 3, qui varie de 1 à 3, jusqu'à 4 quand on fait un jeûne thérapeutique, en fait, ces particules d'ARN messager, enfin ces ARN messagers, sont en contact déjà de la bouche, et puis des muqueuses, et puis de l'œsophage, et ça veut dire qu'il peut y avoir une transmission justement d'ARN messagers fonctionnels à l'individu qui va manger de la viande de ces animaux vaccinés. Ouais. Alors, ça se traduit comment? Ça se traduit par la présence potentielle, en fait, d'un complexe réplicase fonctionnel. Oui. Et donc là, on ne maîtrise plus rien. Ça veut dire que le danger... Là, c'est la catastrophe. C'est une espèce de bombe à retardement. Le danger, c'est sûr. Là, on joue vraiment avec le feu. Là, on fait n'importe quoi. Et je rappelle, en plus, la problématique, c'est que ce soit les plantes ou les animaux, on n'a pas de traçabilité, nous. On ne voit pas par qui a été vacciné, par quoi. Donc là, la seule solution... Et même, on peut avoir des animaux, on peut avoir de la viande considérée comme bio qui a été injectée par des vaccins, entre guillemets, ARN messagers, Okay. Et notamment auto-amplifiants. C'est-à-dire le label bio, en fait, ne confère pas justement, n'a rien à voir avec la vaccination. Ouais, c'est important ce que vous dites. C'est très important tout ça. Donc là, vous ne voyez pas de solution, franchement, tout ce que vous nous dites. Vous alertez, vous, c'est votre rôle? Moi, j'alerte parce que c'est évident que de toute façon, on va dans la mauvaise direction, on va dans le mur. Ouais. Normalement, en fait, ces injections vaccinales à ARN messager, elles auraient dû être arrêtées depuis très très longtemps, au moins depuis le 6 décembre de 2023, justement, quand a été publié en fait la production de protéines inconnues, des protéines hors cible, lorsqu'on utilise le dérivé méthylène-pseudoéridine au niveau des ARN messagers. Il faut rappeler que pour la protéine Spike, elle est codée donc par un ARN messager qui fait à peu près 4300 nucléotides. Donc ça veut dire qu'on a plus de 1000 nucléotides qui sont des méthylène-pseudoéridine. Donc à chaque étape, on a à peu près 10% de chance qu'il y ait une erreur au niveau de la traduction, avec un décalage du cadre de lecture. C'est-à-dire on voit les deux. On voit un décalage du cadre de lecture et une possibilité aussi, sans décalage du cadre de lecture, d'avoir en fait une mutation, c'est-à-dire un changement d'acide aminé, une mauvaise lecture du ribosome. Donc dans tous les cas, ça conduit à la production de molécules chimères, de molécules qui n'ont rien à voir avec l'antigène prévu au départ, quoi. Oui, bon, encore une fois, pour simplifier, on joue complètement avec le feu, pardon. Il va y avoir des réactions en chaîne, en fait, que ce soit à travers maintenant votre assiette ou à travers cette vaccination. Et les deux se rencontrant, alors là, on est vraiment sur un danger. L'auto-amplifiant, c'est carrément de la folie, parce qu'on contrôle absolument rien. Alors, il y aurait un moyen d'agir dessus.
C'est quoi? C'est-à-dire, il y aura un moyen de bloquer une activité néfaste d'un ARN messager, quel qu'il soit, que ce soit un ARN messager. Alors dites-nous, qu'on reste au moins sur une note positive, parce qu'on va s'arrêter. Il faudrait utiliser un ARN interférent. Un ARN interférent, c'est un tout petit ARN, hein, il fait en général 19 à 25 nucléotides, en général c'est 21. C'est un ARN très court qui reconnaît une partie d'un ARN messager, qui soit traditionnel ou auto-amplifiant, qui reconnaît une région qui s'appelle 3' UTR. C'est une toute petite région sur laquelle va se fixer, enfin, la région en elle-même est longue, mais le site de reconnaissance de l'ARN interférent est très petit. Et donc, lorsque l'ARN interférent se fixe sur cet ARN messager, il va bloquer la traduction, ou si la complémentarité est parfaite, à ce moment-là, il va procéder à un clivage de l'ARN messager. Donc, en définitive, un ARN messager, un ARN interférent, ça va permettre de bloquer la production, donc, de la protéine antigénique, des protéines antigéniques. Mais ça peut pas lui-même, cet ARN interférent peut pas lui-même avoir des effets néfastes? Parce que moi, maintenant, dès que j'entends ARN, j'ai le poil qui se hérisse, vous voyez. Oui, tout à fait. L'effet néfaste, on le voit tout de suite. Un ARN interférent, c'est une toute petite structure, hein, puisque ça fait une vingtaine de nucléotides. Et le risque, c'est que justement cet ARN interférent soit capable de reconnaître des régions de 3' UTR d'autres ARN messagers, qui eux sont d'importance pour le fonctionnement du cœur humain. Oui, qui viennent naturellement. Oui, c'est ça. Et oui, parce que ça va bloquer la production de protéines qui vont être d'importance pour le fonctionnement du corps humain. Là, on n'est pas sorti de l'auberge. Ah ben là, il faudrait tout arrêter. Hein. Là, c'est complètement de la folie, hein, ce qui se passe. C'est pour ça que j'alerte. Hein. C'est pas par plaisir, c'est que là, on fait vraiment n'importe quoi. J'ai bien compris. C'est extrêmement dangereux. J'ai bien compris, Jean-Marc Sabatier, que c'était pas par plaisir, parce que Dieu sait que vous êtes embêté, inquiété, et j'espère. C'est sûr que ça m'apporte rien. Hein. J'ai rien à gagner à faire tout ça. Hein. Vous avez même tout à perdre, sauf votre honneur peut-être et votre conscience. Oui, c'est trop important. Hein. Là, je veux dire, moi, je suis rentré au CNRS quand même pour faire de la science. Et puis là, c'est tellement évident qu'on fait n'importe quoi et tout le montre. Hein. On le voit au niveau des effets secondaires, hein, rien que des vaccins ARN messager Covid, hein, comme disait Kennedy, on voit qu'il y a eu plus de déclarations avec les vaccins à ARN messager qui ont été faits à VAERS, Vigilance, on parle surtout de VAERS parce que c'est c'est la plus grande base de données américaine. Voilà. Il y a eu plus de déclarations d'effets secondaires que tous les autres vaccins connus sur une période de 30 ans. Ouais. Donc, ça donne une idée du nombre de déclarations, tout en sachant que ces déclarations sont complètement sous-estimées, qu'elles sont comprises entre 5 et 10% au maximum. Quoi. Bon, il y en a beaucoup dans le chat qui me disent qu'il faut que vous nous disiez que vous n'êtes pas suicidaire, Jean-Marc Sabatier. Je ne sais pas si c'est le genre de choses. Non, pas du tout, non. Bon, en tout cas, bravo pour votre courage, parce que c'est pas facile. Hein. Je comprends ce que vous faites et toutes les attaques. Oui. Ouais. On est vraiment avec vous. Si vous avez besoin un jour de passer un message aussi pour qu'on puisse vous soutenir autrement. Déjà, on peut soutenir, chers amis, et beaucoup disent comment faire pour l'aider, acheter ses livres. Donc là, on a déjà 2 en citation, Covid-19, le naufrage de la science chez Marc Opieter et Covid-19, la censure scientifique. Puis vous allez nous citer les autres, Jean-Marc Sabatier, que vous citiez tout à l'heure. Alors, il y a 2 livres chez Guy Trédaniel qui sont édités, donc qui ont été coécrits avec Estelle Fougère. Donc, il y a Covid long et effet indésirable du vaccin. Ouais. Et un autre livre qui apparaître là, justement, sur la folie des ARN messagers et leur utilisation à outrance, non seulement chez l'homme, mais tout ce qui est en préparation, chez les animaux et chez les plantes. Ouais. Chez les plantes, il peut y avoir, elles peuvent être utilisées comme plateforme vaccinale, ou bien alors comme plateforme pour produire le vaccin. Donc on peut utiliser la plante pour produire le vaccin, mais on peut utiliser la plante aussi comme plateforme vaccinale. C'est-à-dire vous mangez en fait la plante, vous mangez par exemple la laitue, et puis vous êtes vacciné en même temps, quoi. Ouais, donc il y a les 2 possibilités. Et en plus le bio n'empêche pas ça. Alors là, Jean-Marc Sabatier, on est dans un monde, ça devient compliqué là. Hein. Ça devient compliqué. Oui, la traçabilité est nulle. Oui. Merci beaucoup, Jean-Marc Sabatier, en tout cas, de lancer l'alerte et de sonner le tocsin. Merci pour votre invitation. Bon courage et à bientôt. Je rappelle que vous êtes directeur de recherche au CNRS et donc que ces livres que nous avons cités sont disponibles sur le verbe
sur le lien quand on est en train de vous mettre en description, le Verbe haut. Ça, c'est notre partenariat avec la librairie Le Verbe haut, édition aussi Le Verbe haut, qui donc propose d'autres livres, et donc celui aussi de Jean-Marc Sabatier. Tous ceux que nous recevons sur Tocsin, c'est la nouveauté.